Le face-à-face. 24 février 2022, lancement de l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, qu'on a appelé Russian-Ukraine War, qu'on a appelé opération d'un côté, agression de l'autre, etc. On va pas entrer là-dedans. Nous sommes aujourd'hui pratiquement, nous sommes le 29 août. Donc, de l'eau, et là c'est du sang et des bombes ont coulé sous les ponts. Et où en est-on? Et évidemment, il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Max Milo, qui est un livre passionnant, très fort, fait par quelqu'un d'aussi passionnant parce qu'il connaît son sujet. Vous savez, nous on essaie de recevoir ici des gens qui connaissent leur sujet, qui ne sont pas dans le commentaire permanent et le bavassage sur une image où on reste 3/4 d'heure, on ne sait pas quoi dire, mais on reste 3/4 d'heure dessus. Jacques Beau a été renseigné, et il est membre, ou il a été du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, et surtout vous avez suivi la crise ukrainienne depuis 2014, puisque vous étiez à des programmes d'assistance à l'Ukraine, Jacques Beau. Alors, aujourd'hui, donc, on a diffusé des extraits de l'adresse de Zelensky au MEDEF, en ce moment, où il disait, bon, la guerre, on va continuer, c'est la guerre des peuples, etc. Jacques Beau, aujourd'hui, vous qui êtes dans l'enseignement stratégique, vous qui suivez ça depuis des années, très rapidement, où en est-on aujourd'hui ? Du point de vue de la guerre, du point de vue des opérations. Alors, du point de vue des opérations, on a une progression constante depuis février des forces de la coalition russophone, devrait-on dire, dans le sud et l'est de l'Ukraine. On dit toujours que ce sont les Russes, mais c'est faux. C'est une coalition russophone, puisque vous avez une partie qui est l'armée russe, effectivement, et une autre partie qui sont les milices populaires des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et c'est Donbass, enfin, c'est un peu... C'est ce qu'on appelle le Donbass. C'est les deux zones, enfin c'est une partie des deux zones qui forment le Donbass. C'est important de le dire parce que ces derniers mois, on a dit les Russes n'avancent plus, l'offensive russe s'essouffle, etc. En réalité, c'est plus subtil que ça. C'est que ceux qui se battent dans le Donbass encore aujourd'hui sont des milices populaires. Vous avez les Russes qui apportent l'appui de feu d'artillerie, qui sont un petit peu dans le sud du pays et dans le nord-est du pays, vers la région de Kharkov, mais au centre, ce sont les milices des républiques. Or, ces milices avancent ou se battent dans leur région. C'est leur région. Donc les villages qu'ils investissent, qu'ils prennent ou dans lesquels ils se battent, sont les villages dans lesquels ils ont des amis, ils ont de la famille, ils connaissent ces villages, ils connaissent les gens qui y habitent. Et par conséquent, il y a depuis le début, en réalité, mais c'est très marqué depuis le mois de mai, une avance qui est très prudente en réalité, parce que évidemment, bon, déjà ces gens sont prudents pour eux-mêmes, mais c'est aussi prudent pour les civils. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les pertes qu'on évoque en Occident concernant ces forces russophones sont faites beaucoup plus faibles que ce qu'on ne connaît pas exactement. On ne connaît aucun chiffre. Il y a un embargo sur les chiffres de part et d'autre. De part et d'autre. De part et d'autre. Chacun, c'est un peu de bonne guerre de part et d'autre aussi. Mais les gens qui suivent régulièrement le déroulement des opérations constate qu'effectivement, je pense que le bilan est certainement plus défavorable du côté ukrainien que du côté mais est-ce que vous auriez, je veux dire, Jacques Beau, est-ce que ce serait pas preuve de pro-poutinisme primaire si on dit qu'ils sont là comme des poissons dans l'eau, selon la célèbre phrase de Mao Tse-tung? Ou c'est pas exagéré? Non, c'est pas exagéré. D'ailleurs, on trouve assez peu, même pratiquement pas, d'actes de résistance contre ces troupes d'occupation, en quelque sorte. Parce que tout simplement, ils sont de la région, ils parlent la même langue que la population. On a parlé de Mariupol, etc. À Mariupol, ceux qui ont résisté, c'était des combattants fanatisés, en quelque sorte. Les combattants de l'armée ukrainienne sont rendus assez rapidement, en fait, et même en bloc. Ceux qui sont restés, c'est les fanatisés. Et donc Azovstal, le fameux le grand régiment complexe, Azov, exactement. Oui, tout à fait. Mais
la population elle-même n'est pas très hostile aux Russes. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord avec l'offensive. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. En revanche, il n'y a pas le mouvement de résistance tel qu'on l'imagine et tel qu'on le relate un petit peu dans nos médias ici. Alors justement, Jacques Beau, au-delà de ça, est-ce que c'est... bon, on voit très très bien effectivement comment se profilent les choses, mais on sent encore, en tout cas, écouter ce qui se passe, écouter les responsables états-uniens, français, anglais et autres, on a l'impression quand même qu'on est parti pour une guerre longue, enfin que ça peut durer, puisque... Apparemment, bon, la Russie n'a pas envie d'aller plus loin que l'Est et le Sud, c'est-à-dire Odessa, Crimée, tout ça. Mais auparavant, donc l'OTAN, etc., armes, continue d'armer, il faut se battre. Alors, deux choses, et géopolitique que vous êtes, est-ce que ça peut être lié chez les Américains aux élections de mi-novembre, les fameuses élections de mi-terme, où le Sénat et la Chambre de représentants américaine vont être renouvelés, en tout cas en grande partie, et donc on se demande si les républicains ne vont pas reprendre le pouvoir? Et est-ce que c'est aussi lié, et là vous en parlez, je reviens à ça, parce que votre livre qui est passionnant reprend depuis 2014, même depuis bien avant. Est-ce qu'au fond, il y a, comme vous dites, plusieurs stratégies, dont celle, éventuellement, depuis longtemps, de démembrer la Russie? Est-ce qu'il y a ce rêve de démembrement russe, dont on ne parlait pas tellement, mais dans votre livre, vous le racontez, etc. C'est une fiction, c'est une réalité? Non, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Tout ce qu'on observe aujourd'hui a été décrit et j'allais dire, on en a fait un plan d'une certaine manière, ou un concept en tout cas, en 2019. Donc c'est un think tank du Pentagone qui a décrit tout ça. On a un autre livre qui est un livre passionnant qui a été écrit par Richard Nephew, qui était le responsable des sanctions de Obama. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'art des sanctions, d'ailleurs, et dans lequel il décrit exactement ce qu'on devrait faire à la Russie. Et c'est exactement ce qu'on observe maintenant. Le problème était que les Américains, pour différentes raisons, on pourrait entrer dans les détails, mais pour différentes raisons, veulent exclure la Russie dans sa forme actuelle de la communauté internationale. Ah oui, pas qu'il n'y ait pas une Russie, une fédération russe. Exactement. Ouais. Et ça fait depuis très longtemps qu'on parle de démembrement de la Russie, ou plus exactement, décolonisation de la Russie. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a eu une conférence, je ne sais plus si elle était à Prague ou à Budapest, au mois de juin de cette année, justement sur la décolonisation, le démembrement de la Russie. Donc c'est bien l'objectif. Et c'est important de l'expliquer parce que aujourd'hui, on a un conseiller de Zelensky, enfin aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, un conseiller de Zelensky a tweeté, en substance, il a dit à Josué, il a dit « Nous avons déclenché la guerre en Ukraine », ça il l'a dit textuellement, « Nous avons déclenché la guerre en Ukraine, et c'est donc pas maintenant qu'on va s'arrêter. » Mais comment il peut dire « Nous avons déclenché » puisque tout le truc, c'est les Russes qui sont rentrés quand même. C'est les Russes qui sont rentrés, mais je vous rappelle, j'étais déjà venu sur ce plateau pour vous l'expliquer, suite à une provocation en réalité, il y avait cette idée qui a été confirmée depuis. J'entends aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est bien rendu compte que à partir du 16 février, les Ukrainiens ont fait en sorte... mobilisés pour attaquer le Donbass, pour attaquer au Donbass. Et l'idée, c'était... Alors, le problème était le suivant. En fait, les Ukrainiens ne pensaient pas devoir se battre aussi longtemps. Ils pensaient, parce que c'est ça qu'on leur avait présenté, je pense que là, Zelensky a été trompé par les Occidentaux, mais surtout par les Américains, qui lui ont promis que les sanctions, et le phénomène est décrit par ailleurs, donc c'est pas moi qui l'invente, la masse de sanctions qui devait s'abattre sur la Russie devait conduire à son effondrement presque immédiat. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Bruno Le Maire sur Europe 1. C'est l'idée. Et donc, les Ukrainiens, on leur a dit, voilà, vous provoquez la Russie vous attaque, ce qui nous donne les raisons pour asséner une
un déluge de sanctions sur le pays. Qui vont les mettre... Et puis qui vont les mettre à plat. Et la victoire, on devrait dire, on n'a pas cherché la victoire de l'Ukraine, mais la défaite de la Russie. Et le changement de régime, Poutine renversé, et le changement de etc. Poutine, exactement. C'est exactement, c'est ça le but. Les sanctions, et ça c'est le livre de Nephew est très très clair là-dessus. Et de nouveau, c'était le conseiller. Aujourd'hui, il est toujours dans l'administration Biden, mais sous Obama, il était responsable des sanctions. Et il a décrit le mécanisme, il a dit le but des sanctions, c'est en fait de créer une insatisfaction dans la population, de façon à la pousser à se révolter contre ses dirigeants. C'est en fait... Techniquement, c'est exactement ce que voulaient faire les Britanniques en bombardant la population allemande en 1943. L'idée, c'était ça. C'était de bombarder la population pour qu'elle se soulève contre Hitler. On va continuer, c'est passionnant. Jacques Beau, on continue juste après cette petite pause. À tout de suite. Et oui, on revient tout de suite sur Sud Radio et on ne perd pas les bonnes habitudes à la rentrée. À partir de 13h45, ça sera votre tour de poser des questions à notre invité Jacques Beau. Vous pouvez commencer à appeler au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Et toujours avec Jacques Beau pour Opération Z Max Milo. Si vous voulez comprendre ce qui se passe actuellement près de chez nous, c'est arrivé près de chez nous, ce n'est plus aux confins. On se disait oui, mais c'est la guerre des autres. Non, non, ce n'est plus la guerre des autres depuis quelque temps. Opération Z aux éditions Max Milo. Jacques Beau, au fond, on a parlé de cette volonté effectivement de démembrement. On va pas reparler des accords de Minsk, ça on l'a déjà abordé. Vous êtes venu ici à Sud dans l'émission pour en parler. Et puis, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate trois choses, des craquements quand même. Et quand je dis des craquements, dans cette Europe, que vous vous rappelez, il y a encore 3 mois, on disait ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que l'Europe est enfin unie face à ce salaud de Poutine et ces salauds de Russes. Enfin, l'Europe, et alors... Le tableau, c'est quoi en ce moment? C'est paysage après le désastre, c'est quoi? Eh bien, d'abord, il y a un retour à la réalité. Le réel a frappé à la porte. Voilà, c'est exactement ça. Parce que en février, on est parti sur l'exemple de 2014. En 2014, on avait appliqué un certain nombre de sanctions à la Russie. Le cours du pétrole était relativement bas. Quand les sanctions sont arrivées, la Russie a eu un manque à gagner assez considérable et s'est affaiblie davantage. Et puis, les publications que j'ai évoquées tout à l'heure préconisaient de refaire l'expérience, d'aller plus loin, de façon à anéantir complètement la Russie. Et c'est ce qu'on a voulu faire en février, en appliquant des sanctions massives. Le problème est que ces sanctions, elles auraient sans doute été efficaces en 2014, mais en 2022, à la fin de la crise de la Covid, où déjà... compte tenu des équilibres, enfin d'offres, demande du pétrole, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Le prix du pétrole était déjà très très haut, enfin, et des produits gaziers, de l'énergie étaient très haut. Et quand les sanctions sont arrivées, eh bien en fait, elles n'ont fait que raréfier un produit dont l'offre était déjà surabondante. C'est-à-dire, le pétrole est très très fort, on dit « Ah mais on veut plus de ce pétrole ». Voilà, et donc on a augmenté l'écart entre l'offre et la demande, et ça a joué en faveur des Russes. Et c'est la raison pour laquelle, je simplifie naturellement le propos, mais je le détaille beaucoup plus dans le livre, bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle les Russes, aujourd'hui, en produisant légèrement moins, je dis légèrement moins parce qu'en réalité, tout ce que l'Europe ne veut plus, eh bien, c'est vendu à l'Inde et à la Chine, qui sont des gros consommateurs, qui ne demandaient qu'à consommer davantage. C'est aussi l'Arabie Saoudite. Avec l'Inde. Absolument. Et les importations. Absolument. Et même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite achète du pétrole à la Russie. Et alors, qu'ils revendent à l'Europe. C'est ça qui est amusant. Ils ont négocié, ils achètent le pétrole avec un rabais aux Russes et ils revendent ce pétrole aux Occidentaux au prix fort. C'est magnifique. Donc on reçoit du pétrole russe à travers l'Arabie Saoudite qui nous coûte le prix maximum. Alors Cocu battu et content. Exactement. C'est magnifique. Ouais. On a vraiment tout faux. Et donc la Russie aujourd'hui a des gains, je crois que Bloomberg l'autre jour
jours, a fait un article dithyrambique sur l'économie russe, disant que l'économie russe est florissante. Le rouble, d'ailleurs, est très haut. Le rouble est très fort. D'ailleurs, c'est le problème des autorités russes, alors qu'en Europe, on élève les taux directeurs, les taux d'intérêt pour pouvoir juguler l'inflation. C'est le mouvement exactement inverse en Russie, où on essaye d'abaisser les taux parce que le rouble est trop fort et on essaye de l'affaiblir. Et je dis aux auditeurs de Sud Radio, si vous voulez acheter des appartements, allez en Russie. Les taux vont devenir à moins que zéro, comme chez nous, autant heureux. Bon, on n'y est pas tout à fait encore, parce qu'il y a quand même le contre-coup, les sanctions ont quand même passé par là, il y a quand même un effet, c'est pas qu'elles sont sans effet. En revanche, l'économie, elle, a extrêmement bien réagi. Les Russes s'étaient préparés, et là aussi, c'est là que la mauvaise information qu'on a en Occident nous a finalement piégés nous-mêmes. Et ce sont nos dirigeants. Quelquefois, on se demande s'ils ont le quotient intellectuel d'un carton de chaussures, parce qu'ils n'ont pas réfléchi aux conditions dans lesquelles ils ont pris leur décision. Et donc, on a, si vous voulez, on a une comment dire, j'ai perdu le fil de ce que, je voulais dire. Vous parliez justement des conséquences de cela. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, l'économie russe, dont le merveilleux Bruno Le Maire disait qu'elle s'était effondrée, enfin qu'elle allait s'effondrer. Elle ne s'est pas du tout effondrée, bien au contraire. Mais voilà, et c'est là où je voulais revenir. C'est qu'à force d'avoir dit que l'économie russe avait la force de l'économie italienne, on a faussé la perspective. Parce que la différence fondamentale entre l'économie russe et l'économie irakienne, même si le PIB italienne était à peu près la même, la différence, c'est que l'Italie est un pays qui est extrêmement endetté, alors que la Russie ne l'était pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle les sanctions qu'on a apposées à la Russie a eu un effet beaucoup moins grand que si on avait appliqué exactement les mêmes sanctions, même moins de sanctions, à l'Italie. Et donc, c'est pour ça qu'on multiplie d'ailleurs les sanctions. Et aujourd'hui, on arrive tellement au bout des sanctions qu'on pourrait appliquer, qu'on finit par interdire les visas pour les touristes, etc. Donc on se tire nous-mêmes d'ailleurs une balle dans le pied. Etc. Donc, et même les Américains d'ailleurs sont opposés à cette mesure européenne, parce qu'ils disaient en réalité, les gens qui sont contre Poutine, eh bien, aujourd'hui, ils n'ont pas moyen de venir comparer avec l'Europe. Et donc, en réalité, on les laisse macérer dans le jus. Et la popularité de Poutine a augmenté. Elle était de 69%, ce qui est déjà considérable, qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, elle est de 83%. Et ça, ce sont des chiffres, de nouveau, dans mon livre, et tous les chiffres que j'utilise et toutes mes sources sont des sources de l'opposition russe. Donc les chiffres-là viennent du centre Levada, qui est un centre considéré comme agent étranger par les autorités russes. Donc c'est certainement pas gouvernemental. Et puis, ce sont des sources américaines et des sources d'opposition russe ou des sources ukrainiennes. Mais alors Jacques Beau, justement, on va continuer à en parler avec vous, puis après les auditeurs, mais où va-t-on comme ça? C'est-à-dire que, encore une fois, je vous ai posé la question off, quand nous étions hors antenne, comment ça se fait qu'il n'y a plus, en Occident en tout cas, de prévision? Je ne dis pas de prévision à 100 ans, ni à 50 ans, mais de prévision à 5 ans, à 3 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mais dans une unanimité tout à fait, même pas moutonnière, je dirais, panurgienne, quoi, on y va, allez, on applique comme ça, sans penser, au doigt mouillé, on y va, et puis on voit ah mince, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Alors ça, c'est assez étrange. Alors, il y a un phénomène, on a effectivement conditionné l'opinion, Poutine, Hitler, Poutine méchant, Poutine Zelensky, Churchill. Voilà, exactement. Donc, du coup, on est dans une situation où aujourd'hui, vouloir même se prononcer négativement par rapport à l'Ukraine, c'est déjà être poutiniste, poutinolâtre, et j'en passe, et des meilleurs. Le problème, c'est que on juge la situation
faussement, et on s'est piégé nous-mêmes. Alors, les Américains, qui sont les initiateurs de cette affaire, ça, il faut savoir. On a identifié, il y a des journalistes américains qui ont identifié un réseau de 150 entreprises de relations publiques qui gèrent l'information sur ce conflit aux États-Unis. 150. 150, c'est pas mal. Pas mal. Et les Européens, sans vraiment se poser la question, ont suivi l'exemple des Américains. Mais quand on regarde aux États-Unis, et c'est pour ça que je disais que j'ai des sources américaines, surtout dans mon livre, si vous lisez, vous avez beaucoup de sources, c'est beaucoup le Washington Post, le New York Times, etc. Et la raison est la suivante, c'est que même ces journaux qui sont très anti-russes restent quand même, on trouve quand même des informations qui de temps en temps nous montrent un autre aspect des choses. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient journalistes. Voilà, exactement. Ils n'ont pas complètement oublié qu'ils étaient journalistes, alors qu'en Europe et en France, en Suisse et en Belgique, alors là, on est dans la propagande d'État totale. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus nuancé. En plus, il y a un paysage médiatique, je dirais, qui est aussi plus nuancé. On trouve beaucoup plus de petits médias, si vous voulez, qui font beaucoup d'investigations, qui sont très bons aussi, même très très bons. Et qui commencent à donner une autre... Qui donnent une autre. Et même d'ailleurs le Washington Post et le New York Times commencent à mettre de l'eau dans leur vin, parce qu'ils s'aperçoivent que le vent tourne. Les militaires américains, et je crois que je l'avais déjà dit sur ce plateau, déjà il y a quelques mois, avaient commencé à indiquer qu'il fallait mettre un bémol sur le déroulement des opérations, parce que les militaires, eux, sont pas des politiques, et eux, ils ont vu que ce qu'on fait en prolongeant le conflit, et ça c'est une décision politique, très européenne, mais pas seulement. Et là, on revient à la question des primaires aux États-Unis. On sent qu'il y a une sorte de sprint avant le final aux États-Unis de Joe Biden et son administration, pour pas donner l'impression qu'on est dans la situation de l'Afghanistan l'année passée. Et donc, on est un petit peu dans une sorte de fuite en avant. Il y a la fuite en avant d'un côté, et les militaires qui savent ce que ça coûte, la guerre, ils savent beaucoup mieux que les civils, que les politiques, et donc ils veulent rééquilibrer. Ils veulent rééquilibrer, et on s'aperçoit aussi qu'il va y avoir des conséquences, parce que déjà, et c'est intéressant, parce que déjà, les rapports que j'ai évoqués tout à l'heure de la Rand Corporation sur l'idée de faire des sanctions, donner des armes à l'Ukraine, etc., tout ça a été déjà écrit en 2019. Mais déjà, ces rapports disaient il faut faire attention avec l'Ukraine, parce que c'est un pays corrompu et il n'est pas du tout sûr que les armes aillent aux militaires. Aujourd'hui, c'est les militaires américains qui sortent exactement cet argument-là. Et le marché noir bat son plein, on le sait. On va continuer avec Jacques Beau et avec nos auditeurs. À tout à l'heure, dans 2 minutes 20. Oui, on attend vos réactions au 0826 300 300 à partir de 13h45. André, si vous souhaitez poser des questions à notre invité ou encore réagir aux éditos d'André Berkoff sur Zelensky au MEDEF, le rapport genré de Sandrine Rousseau à la viande ou encore les insultes que s'est pris le président de la République à Oran ou au Touquet, on vous attend. À tout de suite. Je ne sais pas si les carottes sont cuites en Europe de l'Est ou même chez nous. En attendant, vous êtes très nombreux à vous exprimer sur le 0826 300 300, sur le Facebook Live, sur tous les applis, et surtout n'hésitez pas. Alors Ala Oukili qui me seconde avec brillance dans cette émission, vous êtes sur le Facebook Live, voilà. Quelle question par exemple? Eh bien ça défile, mais j'en ai une. Après avoir hésité à envoyer des F-16, que va-t-il, les États-Unis, se ravisent. Que va-t-il advenir de toutes ces armes en Ukraine? Alors c'est effectivement le problème. CBS News a fait un reportage il y a quelque temps, qui a d'ailleurs été censuré depuis, qui disait que il y avait la plupart des armes qu'on envoyait n'arrivaient même pas sur le front, qu'elles étaient vendues en cours de route. Et ça rejoint d'autres reportages qui avaient été faits aussi par d'autres médias, et qui montraient, des médias anglo-saxons, qui montraient que effectivement les armes arrivaient en Pologne, et à partir
partir de la Pologne, il y a une partie qui allait en Ukraine et le reste partait en Albanie, alimenter d'autres réseaux. Ça fait longtemps que le chef d'Interpol lève le drapeau rouge en disant que les réseaux criminels, les mafias européennes sont en train de s'alimenter sur les armes qu'on fournit à l'Ukraine. Je vous rappelle qu'on a trouvé les armes qu'on a vendues, on les retrouve sur Internet. Hein. Les missiles anti-chars, les missiles anti-aériens, les drones suicides, tout ça, on les retrouve sur les catalogues sur Internet. Oui, tout à fait. On les trouve. Maintenant, j'ai pas le prix en tête. C'est pas encore au bon coin, mais on n'en est pas très loin. Ouais. Et donc, il y a vraiment un problème. D'ailleurs, les Américains ont renoncé, au moins temporairement, parce qu'ils changent d'avis souvent, ça il faut dire, mais ils ont renoncé à fournir des drones, l'équivalent des Predators, vous savez, ces drones qui peuvent larguer des bombes. Ils ont renoncé à les fournir à l'Ukraine parce qu'ils ont peur que ces drones terminent dans les mains des Russes. On suppose très fortement, il n'y a pas de confirmation officielle, mais tout porte à croire qu'effectivement, les Russes ont réussi à acheter des systèmes d'armes César fournis par la France et des systèmes HIMARS fournis par les États-Unis, ces fameux missiles. Et ils ont démonté ces missiles. Actuellement, ils ont trouvé d'ailleurs, en démontant ces missiles, ils ont trouvé des parades de guerre électronique contre ces missiles. C'est la guerre des armes. Voilà. Alors justement, il y a la guerre des armes. Et Jacques Beau, vous nous parliez aussi, d'ailleurs c'est dans votre livre, et vous dit, c'est la guerre du nucléaire. Comme vous le savez, nous en parlerons bientôt dans les prochaines émissions, le problème de l'électricité en France et en Europe, et Dieu sait si ça va se poser dans les prochains jours, semaines ou mois. Mais vous disiez que 40% de la fabrication, de l'enrichissement par du nucléaire est russe. C'est énorme, ça. Les Russes ont une sorte de... Enfin, c'est pas tout à fait un monopole, puisqu'ils ont 40% du marché de l'enrichissement du combustible nucléaire pour les centrales nucléaires dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, la dépendance que nous avions à l'égard du pétrole... D'ailleurs, il faut bien se dire, c'est pas une dépendance vis-à-vis de la Russie, c'est une dépendance vis-à-vis de l'énergie, en réalité. Parce que... Or, l'économie, c'est l'énergie. Le truc, c'est que lorsque nous allons... Au lieu de nous approvisionner en Russie, on va s'approvisionner ailleurs, on sera dépendant de cet ailleurs. Bien sûr. N'est-ce pas ? Donc, on fait que repousser le problème. Comme j'ai dit toujours, le meilleur moyen d'éviter de se trouver pris dans un embargo, c'est d'avoir de bonnes relations avec les gens. En réalité, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et là, parce qu'il y a le nucléaire, mais il y a aussi un gaz dont on parle assez peu, c'est le néon. Le néon, c'est pratiquement... maintenant, j'ai plus exactement les chiffres, mais c'est presque un monopole de la Russie et de l'Ukraine, d'ailleurs. Mais la Russie elle est en train de prendre les régions qui traitent ce néon. Le néon est un gaz qui est indispensable pour graver les microprocesseurs. Ah d'accord, oui. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que si un jour le robinet du néon se fermait, on ne produit plus de microprocesseurs du tout. Nulle part. Nulle part. D'accord. Donc la dépendance est quand même extrêmement forte. Enfin, c'est exactement ça. Nous sommes des sociétés technologiques qui sont dépendantes non pas d'un pays ou de deux ou de trois, mais dépendantes de l'énergie. C'est ça. C'est ça en réalité. C'est ça. Et si on regardait les choses sous cet angle-là, on prendrait sans doute probablement des décisions plus raisonnables. Voilà. Si tant est que la raison joue encore un rôle dans certaines têtes. C'est une question qu'on peut se poser. Effectivement. Halaokili, Thibaut, Manu, est-ce que nous avons des auditeurs ? Eh oui, nous avons Arthur de Caen qui nous appelle. Bonjour Arthur. Oui, bonjour Arthur. Bonjour. Premièrement, un grand merci de m'avoir pris au téléphone. J'habite en Allemagne et je suis Monsieur Beau aussi. Donc merci beaucoup de cet effort de réinformation. Ma question est très simple, c'est comment est-ce qu'on gagne la paix maintenant ? Bonne question. Comment gagne-t-on la paix ? On a perdu la guerre. Il faut gagner la paix.
C'est une question qui est d'autant plus difficile qu'on se trouve actuellement dans une sorte de combat de coq, où chacun essaye de voir comment il peut rétablir la situation sans perdre la face. On a vu par exemple que lors des négociations d'Istanbul, où on parlait soi-disant du grain ou des céréales, vous savez, on a dit c'est pour faire cesser l'embargo russe sur les céréales. En réalité, quand vous lisez les traités, parce qu'il n'y a pas qu'un, il y a plusieurs traités qui ont été, ou accords qui ont été signés à Istanbul, eh bien, d'abord, on demande aux Ukrainiens d'enlever les mines ils avaient mis autour des ports et non pas les Russes. Et on a demandé, en fait, c'est une grande victoire d'ailleurs des Russes, ces deux accords, parce que les Russes ont gagné le fait que les bateaux qui quittent et qui vont en Ukraine doivent être vérifiés par une commission qui est basée à Istanbul. Mais il y a d'autres accords, et justement ça on n'a pas dit, les Occidentaux ont allégé leurs sanctions. Oui, c'est ça. Ils l'ont fait très discrètement parce qu'évidemment, ils n'ont pas fait de publicité autour. Ils ont commencé à relivrer des pièces de rechange pour les avions. Pour les avions russes, vous voulez dire ? Les avions. Alors, c'était des avions, c'est des avions de fabrication occidentale, mais qui étaient bloqués en Russie. Et bloqués en Russie, oui. Et les Occidentaux ont accepté ça, et ils ont accepté aussi parce qu'il y avait un problème qui grevait les transports maritimes, c'est que c'était à l'initiative des Britanniques, puisque vous savez que les grandes compagnies d'assurance comme la Lloyd's sont des compagnies qui assurent les transports maritimes, notamment des produits pétroliers, etc., pour les cas de catastrophes, etc. Et les Britanniques avaient proposé que les Occidentaux n'assurent plus ces transports, ce qui bloquait tout le transport, y compris les transports de céréales, etc. Et là, les Occidentaux ont décidé de faire marche arrière et ils assurent maintenant l'assurance, enfin, ils assurent ces transports. Ouais. Donc les Occidentaux font gentiment marche arrière, et on le voit un peu partout. Vous avez aujourd'hui la Bulgarie, par exemple, qui avait décidé qu'elle n'achèterait plus de gaz, qu'elle ne payerait plus son gaz en roubles, et que par conséquent, les Russes ont dit si vous ne payez pas, parce que ça aussi c'est une chose intéressante, on continue à dire qu'il y avait un chantage des Russes. C'est pas vrai. En fait, le chantage était occidental, parce qu'en payant le gaz en euros ou en dollars, ça offrait la possibilité aux Occidentaux de confisquer les sommes. Donc, ils recevaient le gaz et ils bloquaient ensuite l'argent le paiement. Et donc, les Russes fournissaient du gaz sans recevoir le paiement. C'est la raison pour laquelle Poutine a décidé de faire des paiements en roubles. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on paye toujours en euros ou en dollars, mais sur un compte russe qui est automatiquement transformé en roubles. Et donc ils peuvent le garder. Ils peuvent autre auditeur, là. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Au revoir. Nous recevons tout de suite Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, vous nous avez beaucoup manqué. Merci. Mais vous voyez, c'est toujours « je reviens te chercher ». Bon, j'embrasse mon ami Baria qui nous a envoyé un tweet justement pour savoir qui avait comme invité. Je suis ravie d'entendre Monsieur Jacquebeau, que je suis assidûment sur ses interventions. Voilà, alors moi je me posais vraiment la question parce qu'il y avait eu... l'AFP avait publié, il y avait eu une interview de Biden le 8 février, donc avant le conflit. Et, le 8 février, vous voulez dire, oui, le 8 2022, oui, c'est ça, oui. Où Biden disait que Nord Stream 2 ne se fera pas, donc entre l'Allemagne et la Russie, et la journaliste américaine lui dit, mais enfin, Monsieur le Président, comment ça peut être possible, puisque c'est entre l'Allemagne et la Russie. Et lui a dit, non, mais je peux vous promettre que ça ne se fera pas. Alors, pour moi, je peux me tromper, puisque Monsieur Beau est quand même beaucoup plus au courant, beaucoup plus au fait que moi, mais je me suis posé la question, à qui profite le crime? Alors bien sûr, la Russie contre l'Ukraine, ça affaiblit, ça aurait dû affaiblir la Russie, ce qui n'est pas le cas, mais ça affaiblit surtout l'Europe. Et je me demande pas si les Américains ne visent pas plutôt l'Europe, c'est-à-dire la technologie française, on a vu avec Alstom ce qui s'est passé, l'industrie allemande. Et je pense que les Américains ont surtout très très peur que l'Union européenne fonctionne bien sans eux.
Et donc, ça leur fait perdre quand même des marchés. Alors que si l'Europe s'effondre, ils vont venir en héros, comme d'habitude. Et je pense que c'est un prétexte. À qui profite le crime, quoi? On se sert de l'Ukraine, la Russie. Voilà. J'aurais voulu avoir l'avis de monsieur Jacques Beau. Eh bien, il va vous le donner. Alors, à qui profite le crime? Et effectivement, est-ce que l'Europe était tellement unie qu'ils auraient pu éviter cela? Alors, c'est une excellente question. Et quand on dit que c'est une excellente question, c'est que la réponse est difficile. Parce que c'est parfaitement possible. Disons, ce que vous évoquez comme scénario est parfaitement possible. Beaucoup débattent de la question. Est-ce que vraiment c'est dirigé contre l'Europe ou seulement contre la Russie? Je pense que les Américains sont dans une situation aujourd'hui, et d'ailleurs Joe Biden l'avait dit dans son discours de mars 2021, et je crois que c'était son premier discours sur l'état de l'Union, où il avait dit les États-Unis s'affaiblissent et derrière il y a des grandes puissances qui sont en train de monter, il faut les empêcher de faire ça. Et ça vise la Chine naturellement, mais ça vise toutes les autres puissances aussi. Et si on se réfère à ce qu'on a appelé la doctrine Wolfowitz, qui a été écrite ou élaborée au début des années 90, eh bien, on sait que les Américains ont peur d'une puissance européenne cohérente et qui pourrait les défier, si vous voulez. Et ils ont peur, alors juste un mot, parce que c'est vrai que c'est un grand débat et c'est difficile de trancher. Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce que c'est, bon, l'Europe, ça nous intéresse plus, ça nous intéresse comme pour nous servir d'opération avec l'Ukraine et compagnie, ou ils ont vraiment peur d'une Europe unie? Et en quoi? Le terme peur est peut-être un peu exagéré, mais il faut comprendre que au début des années 90, les Américains, après la première guerre du Golfe, se sont sentis tout puissants. Et tout d'un coup, ils se sont sentis vraiment les maîtres du monde. Et ils ont dit c'est un avantage considérable de pouvoir imposer nos conditions dans le domaine économique, politique, dans tous les domaines. C'est nous qui donnons le là au monde. Et donc, à partir de ce moment-là, et les débuts des années 90, c'est le moment où l'Europe se construit. J'entends matériellement, exactement. Et là, les Américains ont tout fait. Déjà, vous avez évoqué l'Allemagne tout à l'heure, madame, et c'est tout à fait juste. Les Américains ont toujours eu peur que l'Allemagne devienne trop importante en Europe et devienne trop importante ou devienne un partenaire trop important de la Russie. Depuis, déjà dans la guerre froide, vous savez, les Russes fournissent du gaz depuis les années 60, sans jamais aucun accroc. Et les seuls accrocs qu'il y a eu, les seuls arrêts de livraison qu'il y a eu, c'était parce que Reagan avait autorisé de saboter les pipelines qui allaient vers l'Allemagne. Parce qu'il ne voulait pas que la relation entre la Russie, enfin l'URSS à l'époque, et l'Europe se développe de manière harmonieuse. Il ne voulait pas d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme un certain général. Comme je voulais général de Gaulle, et comme l'a reproposé Gorbatchev par la suite. Donc il y a effectivement, les Américains font tout pour écarter les concurrents. On pourrait dire ça comme ça. C'est la même chose d'ailleurs qu'ils font avec la Chine. Hein. On est exactement sur le même registre. Marlon Brando, dans Le Parrain, je te fais une offre que tu ne pourras pas refuser. On se retrouve après une toute petite pause. À tout de suite. Et oui, on revient tout de suite avec vos questions et réactions au 0826 300 300. Et tout de suite, ça sera Anne de l'Ariège, juste après une petite pub. Eh bien, toujours avec Jacques Beau, Opération Z, un livre vraiment à lire si vous voulez comprendre et comprendre vraiment ce qui se passe, aux éditions Max Milo. Ah là, nous avons Anne de l'Ariège, avez-vous annoncé, avec un côté triomphateur d'ailleurs. Absolument. Anne de l'Ariège est là. Oui, je suis là. Bonjour, eh bien, Anne de l'Ariège, on vous écoute. La duchesse de l'Ariège sera toujours la bienvenue chez nous. Bonjour tout d'abord Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Beau. Bonjour. J'ai une question qui me tracasse, qui m'interroge quand même depuis le début de ce conflit. C'est qu'on voit régulièrement des millions d'euros, des milliards de dollars qui sont versés régulièrement à l'Ukraine en soutien. Et l'Europe déjà sans notre accord. Et j'aurais voulu savoir s'il existait un organisme de contrôle
pour savoir où va cet argent? Bonne question. C'est une excellente question et des parlementaires américains ont soulevé cette question. D'ailleurs, des parlementaires comme Rand Paul, qui, comme moi, est sur la liste noire du gouvernement ukrainien. C'est qu'ils ont une liste noire. Ah oui. Et on est très peu dans le monde, mais on a été choisi comme étant sur cette liste-là. Il est avec moi sur cette liste, Rand Paul, qui a demandé au Congrès américain d'avoir un organisme de supervision pour surveiller effectivement l'allocation des fonds qui avaient été décidés. Mais assez curieusement, le Parlement américain a refusé de... Non, c'est très curieux, en effet, oui. a refusé. Donc... En fait, il n'y a pas d'organisme de contrôle. Il n'y a pas d'organisme de contrôle. Des milliards qui sont déversés. Il n'y a rien du tout. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, de savoir où vont les armes, où va l'argent, etc. Et quand vous voyez, comme en venant ici d'ailleurs, je constatais qu'on croisait une voiture de très grosse cylindrée avec des plaques ukrainiennes. On se disait que bon, cet argent est probablement pas perdu pour tout le monde. Est-ce que une question juste, avant de reprendre d'un auditeur, vous savez, on parle beaucoup, on parlait des bruits de bottes depuis toujours, mais allez, les bruits de bottes se font quand même légèrement nucléaires, sans tomber dans la Cassandre et l'apocalypse. De côté, les Russes, vous savez, il y a eu des généraux russes qui ont dit, mais nous, on peut raser Paris, New York, etc. Enfin, il y a eu des rodomontades des deux côtés. Est-ce que pour vous, ça reste au niveau de la rodomontade et je vais te montrer qui est le plus fort et qui a le bras le plus long, ou pas? Alors, quand on parle du nucléaire, on a dit Poutine menace l'arme nucléaire, etc., etc. Poutine n'a jamais évoqué l'arme nucléaire sans que nous l'ayons évoquée précédemment. Oui, mais c'est déjà une raison pour qu'il l'évoque. Bien entendu, mais il y a une raison pour laquelle il l'évoque. Ouais. C'est que les Américains, et ça a été fait au début avril, et personne n'en a parlé dans nos médias, Joe Biden a signé un ordre qui autorise l'usage premier de l'arme nucléaire. Donc la doctrine en nucléaire... avril dernier. Oui, en 7 avril, avril 2022. Et vous savez que la doctrine américaine, jusque-là, était le no first use. Donc, c'est-à-dire, on n'utilise jamais l'arme en premier. On a l'arme nucléaire uniquement pour la dissuasion. Et là, au début avril, Joe Biden a décidé que l'Amérique pouvait utiliser l'arme en premier. Et c'est la raison pour laquelle les Russes sont très... ont fait... alors, c'est pas vraiment des rodomontades, mais ils ont dit faites attention. Parce que si vous utilisez l'arme nucléaire, eh bien, nous, on a aussi nos moyens. Et donc, là, au-delà de tout ce qui a été déclaré, Le Drian qui avait fait la menace nucléaire déjà le 24 février, hein, il avait déjà dit attention, on va pouvoir utiliser l'arme nucléaire. Et puis Poutine, 3 jours plus tard, avait dit nous aussi, etc. Mais là, au début avril, c'était sauf erreur le 2 avril, mais je peux me tromper sur le jour. C'est Joe Biden qui a signé ça. Il n'y a que les sites qui traitent du contrôle des armements, etc., qui ont relevé cette chose-là. Mais la grande presse n'a pas relevé cet événement qui est majeur. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, la possibilité ne peut pas être écartée. C'est-à-dire que les Américains se réservent le droit d'utiliser l'arme nucléaire à n'importe quel moment. C'est ça, y compris en première frappe. Y compris en première frappe. Eh bien, écoutez, c'est heureux. Je ne sais pas si on a le temps, Thibault. Oui, malheureusement, on n'a pas le temps pour prendre un nouvel auditeur, mais vous prenez que demain, vous serez là et on continuera. Jacques Beau, je voudrais rappeler le livre... Opération Z, donc Opération Z aux éditions Max Milo avec Jacques Beau. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Et merci à vous. Merci. Alors, l'information continue, mais également la rentrée avec Brigitte Lahaye. On va essayer de comprendre quelles sont les bonnes résolutions à tenir et si les vacances sont bénéfiques pour relancer l'amour dans son couple avec son invité Christophe Médici.